Depuis que l'école du jeu existe, je crois avoir réussi à relever tout de même quelques défis. Mais l'un des plus difficiles et éprouvants pour moi est certainement la mise en place de ce top 100 dont aujourd'hui on continue l'exploration avec les jeux en position 90 à 81. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je suis très excité, très heureux, très content, privilégié de vous parler de mon top 100 des meilleurs jeux, selon moi, sur la planète Terre. Alors, dans cette vidéo, je prendrai un grand plaisir à vous parler de 10 jeux que j'aime spécifiquement, que j'aime particulièrement, qui, selon moi, méritent une place dans le top 100 des meilleurs jeux sur la planète, comme je vous le disais. Mais au terme de cette vidéo, vous n'aurez pas assez d'informations pour savoir jouer à ces jeux. Mon objectif est plutôt de vous expliquer pourquoi ils font partie de mon top 100 et qu'est-ce que je leur trouve de si spécial. Alors, avant de plonger dans ce top, je vous invite à jeter un coup d'œil à notre campagne Patreon, notre plateforme de financement, parce que c'est grâce aux gens qui nous supportent financièrement qu'on peut continuer de produire du contenu comme celui-ci. D'ailleurs, cette vidéo, ce top 100 que vous êtes en train d'écouter en ce moment même, eh bien, c'est le fruit des dons des personnes qui nous financent avec un montant de leur choix sur notre campagne Patreon. C'est basé sur vos intérêts. Sylvain a terminé son top 100. Vince vous en a présenté une grande partie ou l'a peut-être terminé au moment de publier cette vidéo. Et moi, eh bien, je me lance à mon tour. Donc, si ce n'est pas déjà fait, allez faire un tour sur notre campagne Patreon. Le lien apparaît présentement à l'écran. Lançons-nous immédiatement dans ce top avec, selon moi, le 90e meilleur jeu sur la planète. Il s'agit sans contredit du 7e continent. Non, va-t'en, toi. En réalité, selon moi, en position 90, on parle de Shakespeare. Shakespeare n'est pas un jeu si récent, même que certains le qualifieraient de vieux jeu, puisqu'il est sorti en 2015. C'est un jeu de Hervé Rigal pour 1 à 4 joueurs, durée approximative de 20 minutes, bon, si vous jouez en solitaire, jusqu'à 90 minutes si vous jouez à 4 joueurs. Shakespeare est un jeu pas nécessairement de placement d'ouvriers, mais plus de sélection d'actions. Et la thématique, eh bien, c'est qu'on est en train de monter une pièce de théâtre. Et pour ce faire, eh bien, on aura nécessairement besoin d'acteurs, on aura certainement besoin de régisseurs, on aura certainement besoin également de costumiers, décorateurs, pièces de théâtre dans un contexte, là, il y a de cela plusieurs années, rien de récent. Et on aura donc 3 actes à préparer, ou plutôt des répétitions, avant d'arriver à la grande première de notre pièce de théâtre. Et donc, dans ce jeu, on aura un plateau personnel, comme vous voyez présentement, et vous voyez également les personnages de départ qui sont imprimés sur ce plateau. Donc, nos personnages, lorsqu'on va les activer en venant y apposer une petite rondelle de bois de notre couleur, vont tout simplement vont activer leur pouvoir. Par exemple, nous faire avancer de 2 plumes de la couleur de notre choix sur l'une des pistes juste ici. Chacune de ces pistes peut nous donner des avantages et au terme des différentes manches durant la partie, le joueur étant le plus avancé sur ces pistes pourra, ou pas nécessairement, les 3 pistes vont générer des points de victoire selon qui est premier ou deuxième, ou selon notre emplacement vont générer de l'argent, ou selon notre emplacement vont générer des points de victoire bien précis. Mais on peut avoir également notre morale qui va augmenter ou diminuer. La morale va nous donner des bonus. On aura la possibilité d'aller chercher de l'argent, des cartes d'objectifs, des accessoires, des costumes également. Et vous voyez ici un exemple de ce à quoi le jeu peut ressembler un peu plus loin en cours de partie. Et on voit ici une partie vraiment bien commencée. On remarque donc qu'on a des pièces de
de décors qui ont présentement été mis en place sur le plateau individuel des joueurs. Les couleurs ont de l'importance, la valeur à l'intérieur aussi. On a des pièces de décor en or. On remarque aussi les petits jetons de costumes qui ont été placés sur les personnages parce qu'une fois qu'ils auront un costume complet, eh bien, ils seront prêts pour la répétition, vont pouvoir nous rapporter des points de victoire. Mais ce qui est particulier dans Shakespeare, ce que j'aime énormément dans ce jeu, c'est que c'est aussi un jeu avec un aspect d'enchère. Mais l'enchère, ce n'est pas de l'argent. L'enchère, ce sont nos ouvriers. Au début de chaque manche, on va décider combien d'actions on désire effectuer dans notre tour. On a donc ces petits cylindres qui nous permettent d'activer nos personnages. Au début de la manche, chaque joueur va décider secrètement dans ses mains combien d'actions est-ce que je vais miser. Je peux en miser plusieurs si je veux. Par contre, vous allez voir, ça aura une incidence. Moins on jouera d'actions et plus on jouera en premier, c'est-à-dire qu'on aura les meilleures opportunités. Les opportunités sont vraiment importantes dans ce jeu. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas faire plusieurs actions, si ce n'est que pour récupérer le premier joueur? Eh bien, c'est parce que tous les personnages qu'on va activer dans notre tour, sauf un, seront épuisés pour le tour d'après. Alors ici, on voit 4 personnages qui ont été utilisés par le joueur rouge. Eh bien, à la fin de la manche, le joueur devra placer des petits jetons épuisés sur 3 de ces personnages et ne pourra pas les réutiliser dans la manche suivante. Alors que si on fait moins d'actions, eh bien, on se garde un plus grand éventail de possibilités pour la suite. Shakespeare est vraiment, vraiment un jeu que j'apprécie énormément. En position 89, on retrouve Château Aventure, un jeu de 2018, un jeu qui a été concocté par une brochette d'auteurs et d'illustrateurs, un jeu de Yellow. 2 à 10 joueurs, bon ça c'est simplement parce qu'on devait mettre un nombre de joueurs sur la boîte. Personnellement, je le conseillerais entre idéal à 4 joueurs, pas trop en bas, pas trop en haut non plus. Un jeu d'environ 30 minutes, mais c'est très, très, très variable. Ça peut aller jusqu'à 60 minutes. Un jeu qui est plutôt simple à comprendre. Et Château Aventure est un magnifique hommage au jeu de point and click des années 90, où on avait un petit personnage qui se déplaçait dans un décor et où on pouvait cliquer à différents endroits à l'écran sur notre ordinateur pour interagir avec notre environnement, récupérer des objets dans notre inventaire et tout ça. Et donc, dans le jeu de base, eh bien, il y a 12 scénarios, si ma mémoire est bonne. Scénarios qui vont vous plonger dans un univers différent, dans la peau d'un personnage différent à chaque fois également. C'est un jeu qui est collaboratif, coopératif plutôt, où tous les joueurs vont travailler main dans la main. On aura un maître du jeu qui va avoir le livret d'instructions avec la description des lieux, les interactions possibles, les objets que les joueurs peuvent récupérer. Donc, c'est un mélange entre un jeu de société et un jeu de rôle. Mais je dirais que il y a un plus grand aspect de jeu de rôle dans Château Aventure et c'est ce qui est franchement génial parce que oui, les joueurs vont entendre toutes les mêmes informations, mais à chaque tour, et c'est à tour de rôle, les joueurs vont prendre une action, vont décider d'interagir avec leur environnement ou vont décider de changer de lieu selon la description que le maître du jeu va leur donner de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et par la suite, une fois que j'ai fait mon action, par exemple, parler au capitaine, eh bien, le maître de jeu va énoncer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on récupère, est-ce qu'on a des informations, un objet, quoi que ce soit. Et après ça, mon tour est terminé, c'est à l'autre personne et on n'a pas le droit de se parler entre joueurs. C'est-à-dire que moi, peut-être que dans ma tête, c'est clair que je sais à qui on devrait aller parler ou quel objet on devrait aller récupérer. Peut-être que dans ma tête, c'est clair l'endroit où on devrait se rendre pour récupérer cet objet. Mais si le joueur après moi ou avant moi ne le sait pas, c'est possible qu'on tourne en rond. Ça provoque beaucoup de situations vraiment hilarantes. Les scénarios passent par toutes les gammes d'univers. C'est vraiment, vraiment fantastique comme petit jeu Château Aventure. Honnêtement, moi, ça a fait un tabac
partout où j'ai présenté ce jeu, que ce soit avec des amis adultes, avec des enfants, avec des élèves, avec un groupe de personnes mélangées en termes d'âge, de milieu. Vraiment, vraiment un excellent jeu. En position 88, on fait contraste avec le petit jeu qu'est Château Aventure avec un monstre, avec un gargantuesque jeu The Colonists. Un jeu de 2016 pour 1 à 4 joueurs, durée approximative de 30 à 360 minutes. Ça fait combien d'heures, ça, 360 minutes? Je pense que ça fait quoi, 6 heures? Quelque chose comme ça. C'est réaliste. 12 ans et plus, bon, ça, c'est pour nous indiquer que c'est un jeu assez complexe. 4.09 sur 5 en termes de complexité. Un gros jeu de gestion et de simulation de mise en place d'une colonie, vraiment. Et voyons voir quelques images qui pourraient m'aider à vous décrire le jeu en quelques minutes. Un gros jeu en quelques minutes. En fait, au début de la partie, on va commencer avec un contexte tout simple. On a une petite colonie qui est représentée par notre plateau personnel avec 2 fermes. Avec 2 fermiers aussi qui se retrouvent dans cette ferme. Et on va commencer avec des ressources de base. Au centre de la table, on aura un plateau de jeu modulaire composé de différentes tuiles qui sera généré de façon presque aléatoire en début de partie. On va déterminer aussi pendant combien de temps on veut jouer. Donc ça va être déterminé par le nombre d'aires qu'on va faire durant une partie. Il existe une variante du jeu officielle qui nous permet de commencer la partie comme si on était à l'ère numéro 2. C'est-à-dire qu'on commence avec beaucoup plus de bâtiments et accès à des ressources. Ça accélère aussi la partie. On peut décider de faire seulement 3 aires au lieu de 4. Le nombre de joueurs influence la durée de la partie aussi, évidemment. Et en cours de partie, donc là, ici, on voit la différence entre le jeu en début de partie et après, ici, je crois, la 4e ère ou peut-être la 3e. Je pense que c'est après la dernière ère. On voit donc que le plateau des joueurs, évidemment, a beaucoup progressé, mais également le plateau de jeu central où les joueurs vont déplacer leurs ouvriers pour aller effectuer des actions. Et je ne sais pas si j'ai... En fait, ça ici, c'est peut-être la meilleure image que j'ai présentement parce qu'à votre tour, vous aurez différentes possibilités. Mais ultimement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre ouvrier sur cet immense plateau et vous allez le déplacer d'un certain nombre de cases, par exemple 3 cases en début de partie. Et sur chaque case où vous allez progresser, vous devrez être en mesure d'effectuer l'action où votre ouvrier va se déplacer. Donc, si j'avance sur une case qui me demande d'échanger un outil et 2 bois pour construire une ferme, eh bien, je dois être en mesure de faire cette action. Sinon, je ne peux pas passer par cet emplacement. Et on aura donc 3 actions par tour, 3 déplacements, et après, ce sera à mon voisin. Mais bien évidemment, en cours de partie, on va ajouter des tuiles sur ce plateau central, ce qui va donner accès à une tonne de nouvelles actions et selon le remplacement, eh bien, ça va changer d'une partie à l'autre. On n'aura pas accès toujours aux mêmes actions dans le même coin. On devra se déplacer dans un coin si on veut se spécialiser dans un type d'action, dans un type d'excavation de ressources. Et donc, vous voyez, c'est vraiment, vraiment vaste comme jeu. Il y a toutes sortes de cartes également qu'on peut récupérer. Il y a des événements également qui vont nous affecter. Les plateaux sont très bien faits. On a même des petits emplacements qu'on peut enlever dans notre plateau afin d'y insérer des améliorations. Vraiment, The Colonist est un excellent jeu de simulation, de création d'une colonie, mais gestion aussi de toutes les ressources, tout ce qu'on pourrait avoir besoin pour la faire fonctionner. Vraiment un excellent jeu. Le jeu en position 87 ne fera certainement pas l'unanimité. Il s'agit de Founders of Gloomhaven. Non, il ne s'agit pas de Gloomhaven, mais bien de Founders of Gloomhaven. Un jeu complètement à part, mais dans le même univers. Comme je le disais, ça ne fera pas l'unanimité parce qu'il a reçu la note générale de 6.7 sur 10, mais personnellement, je vais vous expliquer la raison pour laquelle il se trouve dans mon top 100. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée approximative de 1h30 à 2 heures, peut-être un peu plus à 4 joueurs. Un jeu plutôt complexe et personnellement, ce jeu, Founders of Gloomhaven, à 4 joueurs, à 3 joueurs,
ça doit être infernal. C'est un jeu que j'ai trouvé tellement, mais tellement bon en solo. Je l'ai beaucoup apprécié à 2 joueurs, mais je dois dire que je l'ai encore plus aimé en solo. Vraiment un casse-tête hallucinant. J'ai fait une session de jeu en solo d'ailleurs sur la chaîne. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Visuellement, je trouve que le jeu n'est pas à couper le souffle. C'est un jeu difficile à décrire, mais ultimement, ce qu'on veut faire, c'est avoir accès à des ressources afin de bâtir des bâtiments de prestige. On en voit quelques exemples ici et là. C'est un jeu avec une petite asymétrie également selon la race qu'on va incarner. On aura des avantages différents. Il y a des cartes également qu'on va pouvoir aller récupérer qui vont donner des avantages que les autres joueurs n'auront pas. Je me souviens plus si ces cartes-là vont dans un deck, si c'est du deck building ou du end management, gestion d'une main carte. Ça, c'est un aspect du jeu qui m'échappe. Mais une chose impressionnante dans ce jeu, je vais vous le montrer, c'est que, ou plutôt qui m'a vraiment personnellement rendu excité un peu, c'est que oui, moi, personnellement, je veux avoir accès à des ressources parce que lorsque j'ai accès à des ressources, après ça, je peux bâtir un bâtiment qui va me donner des avantages, qui va me donner des points, tout ça. Mais c'est un jeu qui est fait pour que chaque joueur, individuellement, ne puisse pas avoir accès à toutes les ressources. Donc, il y a des joueurs qui vont se spécialiser dans des ressources. Et si moi, je veux, par exemple, on le voit sur l'exemple ici, bâtir un bâtiment qui, je ne sais pas, technologique, eh bien, je n'ai pas le choix d'avoir accès à la ressource bleue, la plume, et à la ressource jaune, l'enclume. Mais peut-être que la ressource bleue appartient à mon adversaire. Par contre, si j'y ai accès, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser pour construire mon bâtiment technologique. Par contre, ça avantagera un peu mon adversaire. Ça va tout de même lui donner des occasions de faire des points de victoire ou de s'avantager puisqu'il a contribué. Et on pourrait être tenté de jouer ce jeu en se disant « Non, jamais je ne veux contribuer à l'avancement des autres joueurs », mais le jeu est bâti pour ça, on n'a pas le choix de contribuer un peu tous les uns les autres à l'apport des ressources pour, bien évidemment, la mise en place d'une ville. On est des fondateurs de la ville de Gloomhaven, donc on devra construire des routes pour aller chercher justement un accès aux ressources que nos adversaires auront construit, des chantiers par exemple, ou des carrières où on va pouvoir excaver de la roche, de la pierre, pour acheminer ces ressources jusqu'au chantier où je veux par exemple construire l'un de mes bâtiments. Donc j'aime cet aspect de jeu qui n'est pas coopératif du tout, qui est 100% compétitif, mais où on doit regarder, saisir les opportunités que les autres joueurs nous ouvrent pour nous avantager. Bref, comme je vous le disais, en solitaire, casse-tête incroyable. En position 86, la couronne d'Emara. Un jeu pour 1 à 4 joueurs, durée approximative de 45 à 75 minutes, comme vous le voyez sur l'affiche. Un jeu qui, lorsqu'il est sorti, ne m'a pas renversé par son pitch de vente. Avec un jeu avec une rondelle, sélection d'actions, gestion de ressources. Bon, quelque chose d'assez standard. Mais c'est seulement en y jouant que je me suis dit, clairement, ce jeu propose des choses qu'on connaît déjà, mais dans un mix, dans un mélange qui est agréable. On a premièrement 2 rondelles. Côté forêt, si on veut, ressources, et un côté ville. Et à notre tour, ce qu'on va faire, c'est que, ou plutôt durant la mise en place, on récupère un deck personnel de 9 cartes. Cartes action. On va brasser ce deck, on va le mettre de côté, et lorsqu'on commence une manche, on va piocher 3 cartes. Ces 3 cartes, ce sera les 3 cartes auxquelles je vais avoir accès pour la manche. Une manche, c'est 3 tours. Un tour, c'est jouer une carte. Et donc, tous les joueurs ont les mêmes cartes, mais on ne va pas les piocher en même temps et on ne va pas nécessairement les jouer en même temps. Donc, on a, par exemple, en bas ici, un plateau de joueurs individuels et on voit qu'il a joué une carte pierre dans le premier emplacement qui lui fait se déplacer d'un emplacement. Mais on peut les jouer n'importe où dans chacun des 3 emplacements qui sont disponibles sur notre plateau personnel. Donc, j'aurais pu jouer ma carte
près de la première botte, la deuxième ou la troisième. Donc, la première chose qu'on fait lorsqu'on joue une carte, c'est qu'on génère la ressource ou l'opportunité sur celle-ci. On va faire l'action de la carte et après ça, on va devoir déplacer l'un de nos ouvriers, soit du côté des ressources, soit du côté de la rondelle de la ville, du nombre de cases exactement sur l'emplacement où on a joué la carte. Par exemple, la carte ici de tissu, je récupère un tissu et par la suite, je choisis un ouvrier que je vais avancer exactement de 3 cadrans sur mon plateau et je vais faire l'action de l'emplacement où je termine ma progression. Dans ces quartiers, on peut laisser des assistants. Ces assistants, lorsqu'on va placer notre ouvrier sur ce quartier, vont nous donner des ressources ou des opportunités supplémentaires. Par exemple, ici, on peut voir un petit assistant bleu qui a été laissé sur ce cadran. Donc, lorsque l'ouvrier bleu va venir déposer va venir se placer sur ce cadran, eh bien, l'assistant va être activé et l'action sera donc bonifiée. Mais il y a une tonne de petites subtilités, des actions intéressantes. Le plateau de ville est modulaire. Il y a des cartes qui vont changer d'une partie à l'autre. On n'aura pas accès aux mêmes opportunités, aux mêmes nobles qu'on pourrait essayer de satisfaire également. Il y a une course aux objectifs. Où est-ce que, par exemple, on pourrait récupérer des cartes, des titres de noblesse. Si on se dépêche à aller le récupérer avant les autres, eh bien, on va avoir plus de points, mais évidemment, il y a des cartes qui vont nous demander de dépenser plus de ressources pour aller les récupérer. Vraiment, vraiment intéressant comme jeu. On ne voit pas beaucoup la piste de points. Un petit peu ici, une particularité, c'est qu'on a une double piste, une piste d'habitation et une piste de population. Et au terme de la partie, le marqueur le moins avancé sur ces deux pistes, ce sera notre pointage final. Alors vraiment un jeu, comme je le disais, avec des mécanismes qu'on connaît bien, mais dans un mix vraiment, vraiment intéressant. En position 85, un gros jeu, un Vital Lacerda, et ce sera le seul jeu de Vital Lacerda qui figurera dans mon top 100. Alors, petit indice pour la suite du top. Galleries est certainement mon jeu préféré de Vital Lacerda. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Durée de 60 minutes, ça m'est jamais arrivé, je crois, peut-être en solitaire, mais grosso modo, partie d'1h30 à 2 heures, un peu plus parfois. Un gros jeu à thématique de gestion d'une galerie d'art. Des toiles, des sculptures, des photographies également. On devra gérer le marketing, la vente, l'exposition de ces différentes pièces d'œuvres d'art. Donc, la thématique est vraiment originale. C'est un jeu de placement d'ouvriers, mais avec une twist intéressante, c'est qu'on a seulement un ouvrier. Et sur le plateau central, on a seulement 4 emplacements. Bon, évidemment, vous comprendrez que chacun de ces emplacements va également amener à des sous-actions. Lorsque je place un ouvrier dans l'un des 4 emplacements, eh bien, j'ai le choix entre 2 actions. Et chacune de ces actions de ces sous-actions va également découler sur plein de petites variabilités, variantes, situations particulières. Bref, ayez pas peur, c'est pas parce que c'est un placement d'ouvrier avec un ouvrier et 4 emplacements que c'est du léger, bien le contraire. Et on aura bien évidemment un plateau personnel, un plateau central. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Alors ici, on a l'exemple du plateau central où on va venir placer nos ouvriers dans les différents emplacements. D'ailleurs, un petit mécanisme de jeu intéressant, c'est qu'on peut bumper les adversaires puisqu'on a un ouvrier par joueur et 4 emplacements seulement disponibles, eh bien, c'est possible pour moi d'aller jouer dans l'emplacement où quelqu'un d'autre se trouve. Par contre, il aura un petit avantage à s'être fait bousculer, mettre de côté en contrepartie. Et nos plateaux personnels vont représenter notre galerie d'art. Alors, on aura plusieurs choses à gérer, mais une des choses que je trouve personnellement très intéressante, c'est qu'on a la possibilité de découvrir des artistes. Parce que, bien évidemment, lorsqu'on gère notre galerie d'art en début de partie, on n'a pas nécessairement l'argent et le budget pour approcher tout de suite des superstars
artistique. Alors, on va essayer de découvrir des artistes qui émergent, qui ne sont pas encore connus, et de signer un contrat avec eux. Et on va essayer de les mettre de l'avant, de faire de la pub sur les réseaux sociaux, d'exposer leurs œuvres d'art. Et en cours de partie, leur popularité va grandir. Donc, c'est possible pour moi, si j'ai investi dans un artiste émergent, qu'en fin de partie, s'il est rendu avec une popularité du tonnerre, bien peut-être que ses œuvres vont se vendre à gros prix, alors que moi, je les ai récupérées en début de partie pour presque rien. Alors, c'est un jeu économique aussi, on a beaucoup de choses à gérer. Et honnêtement, une chose que je n'aime pas de Vital Lacerda, c'est que ces jeux sont des exercices mentaux exceptionnels. C'est des brûle-neurones. On a vraiment l'impression de travailler en jouant à un Vital Lacerda. Mais Gallerist est pour moi l'exception. Oui, c'est un gros jeu. Oui, il y a des petits micro-management à penser et tout ça. Mais vraiment, c'est sans contredit mon préféré. En position 84, je vous parle de Sherlock Holmes Détective Conseil. Il existe plusieurs boîtes. J'ai ici mis à l'avant la boîte que j'ai. Alors, la boîte avec la campagne sur Jack l'Éventreur. Mais il y en existe d'autres qui fonctionnent sous le même principe que ce que je vais vous expliquer. C'est un jeu pour 1 à 8 joueurs. On va se le dire honnêtement. Au-delà de 2 ou 3 joueurs, là, il n'y a plus de plaisir autour de la table. En tout cas, selon moi, c'est un jeu vraiment pour 2 joueurs. 3, ça va aussi. Au-delà de ça, très difficile de maintenir le compte, de se souvenir de toutes les informations plutôt. Durée approximative de 60 à 120 minutes. Ça aussi, c'est très malléable. J'ai fait des parties qui ont dépassé les 3 heures sans hésitation. Donc, c'est un jeu d'enquête, de résolution d'enquête. Évidemment, on ne verra pas beaucoup de matériel puisqu'il y a des informations qui sont inconnues. On va enquêter, donc des choses qu'on va découvrir. Ce n'est pas un jeu legacy, donc on ne va rien altérer. Ce qu'on va récupérer principalement dans ce jeu, c'est une carte de Londres, comme on va voir ici. D'ailleurs, les petits cubes bleus qui sont là ne sont pas dans le jeu. Ils ont été ajoutés par un joueur. C'est une bonne idée. On peut représenter avec des petits cubes ou n'importe quelle autre composante, des points d'intérêt ou des lieux qu'on a déjà visités. Et ce qu'on devra faire dans ce jeu, eh bien, c'est qu'en début de partie, on va avoir un scénario à sélectionner. Dans la boîte que je vous présente aujourd'hui, il y a, si ma mémoire est bonne, 6 scénarios individuels, donc qui n'ont pas de lien les uns entre les autres, et 4 scénarios qui vont être basés sur l'histoire de Jack l'Éventreur. Des scénarios qui vont représenter une petite campagne qui doivent être joués dans un ordre bien précis. Sinon, les scénarios, eh bien, on peut en récupérer un. On peut les faire dans n'importe quel ordre, ça n'a pas d'incidence. On aura une mise en situation, des informations, et on devra prendre une tonne de notes sur ce qu'on sait, sur ce qu'on croit savoir et sur ce qu'on pense qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer. Et à notre tour, le jeu est très simple. À notre tour, eh bien, on va consulter les informations qu'on sait, soit selon les informations qu'on a entendues lors de la mise en place, la mise en scène. On va également récupérer des éléments de jeu comme souvent des journaux. Alors, on va pouvoir lire le journal de la journée ou de la veille ou de la semaine. Ça va peut-être nous donner des informations. Et ensuite, en consultant l'annuaire de Londres ou tout simplement la carte, on va choisir un endroit à visiter et on va aller lire dans le livret de scénario la petite entrée de texte qui s'y trouve. Est-ce qu'il y aura un personnage, quelqu'un pour nous donner des informations, un endroit, un lieu ou quoi que ce soit, je ne veux pas en dire trop. Et à la lumière de ces informations, eh bien, ça va sûrement influencer notre prochain choix jusqu'au terme de ce scénario où est-ce qu'on réussira à conclure l'enquête. Par contre, le jeu ne nous dira jamais « Bravo, tu as terminé l'enquête, tu as la bonne réponse ou tu as tout ce qu'il faut pour résoudre l'enquête ». Ce sont les joueurs qui doivent déterminer « Bon,
là, je crois qu'on a assez d'informations et qu'on est capable de répondre au questionnaire du scénario. Alors, lorsque les joueurs pensent avoir réponse à tout, ils vont aller à la fin du livret d'instructions, le livret de scénario, où ils devront répondre à certaines questions. Et par la suite, ils vont obtenir un score et ils vont pouvoir comparer ce score à celui de Sherlock Holmes, puisque dans ce jeu, on n'incarne pas le fameux Sherlock Holmes, on va plutôt l'affronter pour savoir qui d'entre vous et lui est le plus efficace. En passant, petit indice entre vous et moi, Sherlock Holmes vous battra à chaque partie. Mais bref, un excellent jeu qui se trouve dans mon top 100. On retrouve ensuite Rajas of the Ganges, un jeu pour 2 à 4 joueurs, un jeu de 45 à 75 minutes, un jeu de placement d'ouvriers et placement de dés aussi. Alors, on aura dans ce jeu, oui, des ouvriers et des emplacements où les placer, donc placement d'ouvriers. Certains emplacements vous coûteront de l'argent pour être activés. D'autres emplacements vont vous demander d'avoir accès à des dés pour les activer. Alors, on va devoir dépenser des dés comme une ressource. Ces dés vont parfois vous être demandés dans une couleur ou parfois dans une valeur. Alors, on voit ici des emplacements spécifiques qui vous demanderont, lorsque vous allez y placer votre ouvrier, de dépenser un dé de valeur 3, de valeur 6, ou certains emplacements qui vont vous demander de dépenser des dés d'une certaine couleur, par exemple. Je ne sais pas si on voit un emplacement un peu plus clair. Un emplacement ici qui vous demande de dépenser un dé bleu pour récupérer 2 dés orange. Et on a des emplacements qui peuvent vous donner tout simplement des nouveaux dés, des emplacements qui peuvent vous demander de faire de la vente de ressources. Vous aurez donc un immense plateau principal devant tous les joueurs et vous aurez un plateau individuel où vous aurez l'opportunité, si vous le désirez, puisqu'il y a également un mécanisme de placement de tuiles, vous pourrez développer les routes et paysages autour de votre petit palace. Donc, il y a la possibilité d'ajouter, vous aurez la possibilité d'ajouter des tuiles pour faire avancer les petites routes, pour aller récupérer les bonus qui arborent les côtés de votre plateau, mais en plus, peut-être mettre en place des bâtiments spécifiques qui vont vous donner beaucoup de points en cours de partie ou des petites tentes de commerce qui pourraient vous donner beaucoup d'argent lorsque vous allez décider de vendre vos ressources. Et ce qui est particulier dans ce jeu, si ce n'est qu'il y a une tonne d'avenues vers la victoire. Comme vous pouvez le constater, on peut utiliser les actions de placement d'ouvriers qui sont ici. On peut utiliser la rivière aussi qui donne une tonne de bonus de points d'argent ou quoi que ce soit. On peut utiliser la vente des ressources, les bâtiments importants autour de notre palace. Mais en plus, ce qui est spécial, c'est qu'on a 2 pistes de pointage. Celle des points de victoire et celle de la monnaie. Et ce n'est pas vraiment des points de victoire, peut-être plus des points de prestige et de la monnaie. Et le jeu va prendre fin uniquement lorsque les 2 marqueurs de joueurs vont se croiser. C'est-à-dire qu'on a une piste qui va commencer avec 0 d'un côté, juste ici, et qui va progresser dans ce sens-là autour du plateau. Et on a une piste qui va commencer à 0 dans ce sens-là et qui va progresser, le marqueur va progresser dans l'autre sens. Et lorsque les 2 marqueurs vont se croiser, eh bien, non seulement la partie prend fin, mais le premier joueur qui a réussi cet exploit va être déclaré grand vainqueur. Alors, on devra chercher un équilibre entre la gestion de notre argent et des points de prestige. C'est un peu un aspect de course vers la victoire également. Un très, très, très bon jeu. En plus, le matériel est magnifique. Je vous parle de Seasons, un jeu de 2012 qui a près de 10 ans et qui reste tout aussi excellent. Si vous avez écouté ma vidéo où je vous parle des jeux que je regrette le plus d'avoir vendu, Seasons en faisait partie. Et bien que je ne l'ai plus aujourd'hui, jamais je ne vais refuser une partie de Seasons. C'est tout simplement trop bon. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, durée approximative de 60 minutes. Je pense que j'ai jamais fait une partie de 60 minutes.
disons plus 90 minutes ou plus, c'est plus réaliste. Bien que je comprends pourquoi ils ont écrit 60, c'est jouable en 60 minutes, mais personnellement, j'ai un peu de la difficulté à réaliser cet exploit. Alors, ce qui est intéressant dans Seasons, c'est qu'on a une tonne de cartes. Cartes avec différents effets, différents coûts bien évidemment. Et dès la mise en place, on devra faire un draft de cartes. On va avoir des cartes dans nos mains et on devra en sélectionner qu'on va garder. On va passer des autres à notre voisin et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait récupéré, je crois, 9 cartes. Mais ce n'est pas tout. On devra par la suite regarder nos 9 cartes. Bien évidemment, pendant le draft, on va essayer de visualiser les combos que ces cartes-là pourraient nous donner. Et donc, une fois qu'on aura récupéré nos 9 cartes, on devra s'engager ou décider à quelle manche de la partie on aura accès à ces cartes. Donc, ces 3 cartes-là, je les réserve pour la manche 1, ces cartes-là pour la manche 3, ces cartes-là pour la manche 2, et visualiser ça. C'est très difficile pour les premières parties de faire ça efficacement. Et par la suite, donc ici on a d'autres exemples de cartes, il y en a tout plein. Et par la suite, eh bien, on aura une rondelle, un petit plateau au milieu de la table qui va représenter les 12 tours de chacune des 3 manches. Et cette rondelle est divisée en saisons, donc l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et lorsque le marqueur arrive dans une nouvelle saison, eh bien, on va prendre certains dés. Et ces dés-là, eh bien, les dés, par exemple, bleus, n'auront pas les mêmes faces que les dés jaunes. Et on voit sur le petit plateau ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ces dés-là. Donc, est-ce qu'il y a des ressources qui sont rares sur les dés bleus? Ben oui, par exemple, les feuilles, par exemple, sont rares sur les dés bleus. Par contre, lorsqu'on sera au printemps, eh bien, les feuilles et les gouttes d'eau seront abondantes. Alors, selon la saison dans laquelle on se trouve, on n'aura pas nécessairement les mêmes opportunités sur les dés. Et selon les dés qui sont lancés par la suite, les joueurs vont en choisir un qu'ils vont placer devant eux et vont générer les opportunités qui se trouvent sur ce dé, que ce soit de jouer une carte, de générer des ressources ou quoi que ce soit. Par la suite, une fois que tous les joueurs auront récupéré un dé, il en restera un et le nombre de petits picots, des petits points qui se trouvent sur ce dé, eh bien, ça va indiquer combien d'emplacements est-ce qu'on va avancer notre marqueur de tour. Donc, si on a seulement un petit picot sur le dé restant, on va avancer seulement d'un emplacement, c'est-à-dire qu'on va rester dans la même saison ou on va avancer plus lentement. Mais s'il reste 3 picots et qu'on est par exemple juste ici, on avance de 3 emplacements, 1, 2, 3, on arrive au numéro 4, on vient de changer de saison. Et on a également des ressources. Ici, on a un exemple d'un joueur qui a récupéré des petits jetons améliorés en plastique qui sont vraiment très, très beaux. Je suis complètement jaloux. Mais donc, il y a la gestion de ressources, toutes sortes de choses, des combos. On peut nuire aux autres joueurs. Vraiment, vraiment un jeu intéressant, satisfaisant également pour les joueurs qui aiment les gros combos qui n'en finissent plus. Et en position 81, le dernier jeu dont je vous parle aujourd'hui, c'est Under Falling Skies, un jeu qui est sorti en 2020, un jeu pour un joueur seulement. Dans mon top 100, je crois que c'est le seul jeu qui se joue à un joueur seulement. C'est vraiment... jamais j'aurais cru, il y a une couple d'années, il y a quelques années, imaginer que dans mon top 100, il y aurait un jeu pour un joueur seulement. J'avais un blocage avec les modes solo et tout. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent et je suis encore stigmatisé de ça. Mais bon, aujourd'hui, en position 81, je vous parle de Under Falling Skies. Under Falling Skies, j'ai fait une session de jeu sur celui-ci, sur la chaîne. Sylvain a fait une critique, une vidéo des règles aussi, vous irez jeter un coup d'œil à ça. Il y a une version française qui est sortie il y a quelques mois, je crois. Alors, Under Falling Skies, c'est un jeu dans lequel on devra protéger la Terre contre des envahisseurs extraterrestres. On a la possibilité d'y jouer comme ça, tout simplement une partie normale, avec une mise en place... si on veut, une mise en place spécifique ou aléatoire.
mais personnalisé. Mais on a aussi, et c'est ce qui est intéressant, la possibilité d'y jouer en mode campagne. Le mode campagne va vous proposer, je crois, un minimum de 8 parties. Il y a 4 chapitres, si ma mémoire est bonne, et chacun des chapitres va commencer par une petite bande dessinée qui va vous mettre dans le contexte. Vous aurez des choix à faire aussi. Ce n'est pas un jeu legacy, c'est-à-dire qu'on ne vous demandera pas de jeter, brûler, manger, détruire des tuiles ou d'écrire sur quoi que ce soit, mais par contre, vous allez avoir la possibilité de choisir entre des événements, entre des lieux, entre des personnages auxquels vous voudrez avoir accès, mais vous perdrez par contre, pour la durée de votre campagne, la possibilité d'avoir accès à d'autres personnages, lieux, opportunités que vous pourrez mettre dans un sac, mettre de côté si vous voulez rejouer votre campagne ou si vous voulez tout simplement utiliser ces éléments pour une partie en mode standard. Plus vous allez avancer durant votre campagne, plus vous débloquerez de nouvelles opportunités, des nouveaux plateaux de jeu, des nouveaux emplacements pour des dés, des nouveaux ennemis, même peut-être des nouvelles menaces. Et vraiment, c'est un jeu, un casse-tête incroyable. On va avoir du placement de dés. Donc, on va lancer nos dés et on va devoir placer un dé par colonne sur notre petite base juste ici, en se fiant à l'emplacement de l'excavateur, le petit meeple qui est juste ici. Donc, seulement les emplacements qui sont derrière l'excavateur sont disponibles. On a donc des emplacements de missiles antiaériens qui vont faire ralentir les vaisseaux. Mais la twist intéressante, c'est que lorsqu'on va placer un dé dans un emplacement, le chiffre qui s'y trouve, c'est le nombre d'emplacements dont le vaisseau va progresser. Donc, en plaçant un dé 3 juste ici, ce vaisseau a dû avancer de 1, 2, 3 cases pour se rapprocher de la Terre. Chaque fois qu'un vaisseau va atteindre la Terre, eh bien, on va prendre un point de dégâts, règle générale du moins, ce qui va nous rapprocher de plus en plus de la défaite. Et une fois que tous les dés ont été placés, en se souvenant qu'on va en placer seulement un par colonne, une fois que tous les vaisseaux auront été avancés, uniquement à ce moment, on pourra résoudre nos dés. Parfois, on a des emplacements rouges qui vont, en contrepartie de certains points d'énergie, nous permettre d'envoyer des missiles dans les airs et d'abattre les vaisseaux qui se trouvent sur certains emplacements spécifiques. On a des emplacements qui vont nous permettre de générer des robots également, qui vont nous permettre de bonifier nos autres dés qui sont déjà placés sur notre plateau. On peut faire de la recherche sur le peuple extraterrestre qui nous prend d'assaut. On peut générer de l'énergie, toutes sortes de possibilités différentes dans ce gros casse-tête et c'est vraiment un jeu qui est magnifique dans sa présentation, je trouve, mais aussi dans sa réalisation. C'est un jeu qui est tout de même plutôt simple à comprendre, à jouer, mais très difficile à être efficace et à être bon, en tout cas, selon moi. Alors, voilà pour le jeu en position 81, Under Falling Skies. Alors, voilà pour cette partie de mon top 100, les positions 90 à 81. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me laisser en commentaire quels sont les jeux qui se trouvent à ces positions dans votre top 100 personnel. Si ce n'est pas déjà fait, pourquoi ne pas saisir une feuille de papier, un crayon, votre liste de jeux, votre ludothèque personnelle et mettre en place votre top 100 personnel et nous le partager. Écrivez-moi également en commentaire si vous avez déjà mis en place votre top 100 personnel. Combien de jeux est-ce qu'aujourd'hui j'ai présenté qui se trouvent également dans votre top 100, même s'ils ne sont pas dans les mêmes positions? Indiquez-moi tout de même combien est-ce qu'on a de jeux en commun. Ça m'intéresse grandement. J'espère que je vous ai diverti également. Si c'est le cas, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci grandement pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2